J'ai faim. Mais je sais pas quoi faire à manger. Bon, c'est pas grave, je vais plutôt faire une vidéo. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Sans transition, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR consacrée à des petits articles, le saviez-vous, spécial nourriture. Alors, comme vous le voyez, j'ai changé d'angle de vue de ma caméra. Enfin, comme si j'avais une caméra, non, juste mon téléphone. C'est un petit peu plus haut et c'est un petit peu plus proche, j'ai l'impression. Bon, cette frange, on va la mettre comme ça, regardez. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça ne va plus me gêner. Donc j'ai changé l'angle de la caméra. J'aime bien comme ça. Mais c'est vrai que du coup on voit un petit peu moins les lumières, la lumière bleue derrière. Mais je trouve que c'est sympa de prendre un petit peu de hauteur. Attendez, je vais régler ça aussi. On va faire comme ça. Voilà. Et on est pas mal là, non? Hop, je me rhabille un peu. Alors, donc aujourd'hui, des petits articles sympathiques, des petites anecdotes, des anecdotes insolites concernant la nourriture. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, que vous êtes détendu, que vous avez la santé, que vous avez le moral et que vous avez passé une bonne journée et une bonne semaine, même si elle n'est pas terminée et qu'elle se termine demain, parce que oui, nous sommes jeudi aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo et il est 21h34. Voilà, si vous voulez tout savoir. Commençons. Premier savoir inutile. Anecdote insolite, savoir inutile, mais c'est toujours utile de le savoir. Quelle est la différence entre la semoule et le... J'ai ma gorge qui fait des bruits. Ah ben mon ventre aussi, tiens. Quelle est la différence entre la semoule et le couscous? Quelle est la différence entre la semoule et le couscous? Alors, oh là là, mais on dirait que j'ai un téléphone portable à faire des bruits comme ça bizarres. Bref, on confond souvent la semoule et le couscous au point que certains pensent qu'il s'agit de la même chose. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Ils sont étroitement liés, mais ils ne désignent pas tout à fait la même chose. La semoule est un ingrédient. Mais c'est fou, ça vous arrive aussi d'avoir le ventre qui gargouille autant? Ou c'est juste le mien? La semoule est un ingrédient
ingrédient de base, tandis que le couscous est un plat traditionnel qui l'utilise comme composant principal. La semoule est obtenue par la mouture du blé dur. Ces grains sont broyés pour former de petites particules granuleuses dont la taille varie selon les besoins culinaires. Semoule fine, moyenne ou grosse. Le couscous, quant à lui, est une préparation culinaire complète où la semoule est généralement cuite à la vapeur avant d'être accompagnée de légumes, de viande, de pois chiches et parfois d'épices comme le cumin ou le ras el hanout. Comment est faite la semoule et d'où vient-elle? Comme mentionné précédemment, la semoule est un produit issu du blé dur. Pour la fabriquer, on moud les grains de blé jusqu'à obtenir de petites particules granulées. Contrairement à la farine, beaucoup plus fine, la semoule conserve une texture granuleuse et légèrement irrégulière. C'est cette texture qui donne à la semoule son aspect caractéristique et qui en fait un ingrédient si prisé dans de nombreuses recettes. Elle n'est pas utilisée seulement pour le couscous. On la retrouve également dans des préparations comme le pain, des gâteaux ou encore des pâtes. Son procédé de fabrication est relativement simple. Après la récolte, le blé est nettoyé puis broyé pour obtenir ces fameux grains. Graines de semoule et couscous, quelle différence? La confusion entre semoule et couscous vient souvent de l'usage du terme graine de couscous qui peut prêter à confusion. En réalité, la graine de couscous désigne la semoule de blé dur pré-cuite, généralement à la vapeur. Lorsqu'on parle de couscous en tant que plat, il s'agit de la préparation culinaire ou de la recette où la semoule est cuite, souvent servie avec des légumes mijotés, de la viande, des épices et parfois des pois chiches. Ainsi, la semoule est l'ingrédient de base, tandis que le couscous est l'une des nombreuses façons de l'utiliser. Si vous voulez impressionner vos amis au dîner, rappelez-leur que le couscous est au plat ce que la semoule est à l'ingrédient. Et le boulgour dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Le boulgour est lui aussi souvent confondu avec la semoule, mais c'est un autre produit à base de blé. Il s'agit de grains de blé concassés et pré-cuits. Contrairement à la semoule, plus fine et granuleuse, le boulgour a une texture plus ferme et un goût légèrement plus prononcé. Le boulgour est couramment utilisé dans la cuisine du Moyen-Orient, notamment dans des plats comme le taboulé. Perso, j'aime pas le taboulé. Je trouve ça bizarre, le couscous froid. Il peut également être utilisé comme alternative à la semoule. Mince, mon frigo. Il peut également être utilisé comme alternative à la semoule dans certaines recettes, mais il apporte une texture et une saveur un peu différentes. Pour ceux qui cherchent un peu de variété, le boulgour est une excellente option, riche en fibres et en nutriments. Je reviens, je vais éteindre mon frigo. C'est bon, frigo éteint, ennui écarté. Prochain savoir inutile. Attention, les Belges ont-ils inventé les frites? À faire débat, ça je sens. On apprécie les frites autant aux États-Unis qu'en France. Et surtout en Belgique. Pourtant, bien que la frite fasse la fierté des Belges, il s'avère finalement qu'il s'agit d'une
recette cocorico française. En cornet ou en accompagnement, les frites font craquer le grand public, en particulier les Belges, qui en ont fait une fierté nationale. C'est même une tradition culturelle puisque la frite fraîche est la base du frite-côte, F-R-I-T-K-O-T, la cuisine de rue traditionnelle en Belgique. Du coup, on a longtemps cru que les Belges avaient inventé la frite, y compris les Belges eux-mêmes. Pourtant, au même titre que le fish and chips, les débuts de la frite seraient bien différents de ce que l'on croyait. D'après les historiens, il s'agirait finalement d'un plat d'origine française. French fries, Belgian fries, est-ce que les Belges sont vraiment à l'origine des frites? Tout commença il y a quelques siècles dans la ville de Namur, non loin de Bruxelles. Alors, moi je dis Bruxelles, voilà, les choux de Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi les gens disent Bruxelles alors qu'il y a un X et qu'on dit bien. J'ai pas de mot avec un X. J'ai pas de mot avec un X à l'intérieur. Bref, Bruxelles, non. Les habitants y pêchaient des petits poissons dans la Meuse, puis les faisaient frire pour se nourrir. Au XVIIe siècle, lors d'un hiver rude, le fleuve gela, ce qui fut un coup dur pour la pêche. Face à la pénurie de poissons, un pêcheur eut l'idée de tailler une pomme de terre en forme de poisson, puis de la faire frire. Cette histoire fut contée dans un manuscrit en 1781. Au début des années 1980, le livre fut retrouvé par Joe Gérard, historien belge. Il en déduisit que les habitants de Namur avaient inventé la frite. Une conclusion publiée dans la revue Belgia 2000 en décembre 1984. Sauf que le texte trouvé par Joe Gérard parle de tranches de pommes de terre rissolées dans un fond de graisse, non de bâtonnets frits. Selon Loïc Bienassi, historien de l'alimentation française, il faudrait attribuer le développement de la frite belge à un immigré bavarois, Frédéric Krieger, arrivé en Belgique vers 1840. Ce serait ensuite que la frite se popularisa dans le pays, sans doute grâce à la forte production de pommes de terre dans le nord de la France. Ce fut donc bien plus tard que la supposée invention de la frite par les Namurois. Or, avant de venir en Belgique, M. Krieger avait fait un séjour à Paris. Pierre Leclerc, historien belge de la gastronomie, a découvert que la frite a une origine parisienne. On la doit à une vendeuse de beignets installée parmi les marchands ambulants du Pont-Neuf au début du XIXe siècle. Un jour, elle aurait eu l'idée de faire frire une tranche de patate dans le Saindoux. Ces rondelles de pommes de terre frites connurent rapidement le succès, mais à cause de leur forme, elles collaient entre elles. On les coupa donc en bâtonnets. C'était mieux pour les faire cuire et aussi pour les déguster. Ce serait ainsi que Frédéric Krieger aurait découvert les frites avant d'aller s'installer en Belgique. Les French fries sont donc bien françaises. Krieger ouvrit la première baraque à frites de Belgique. Quelques décennies après, les Belges forgèrent leur propre culture de la frite, avec notamment l'adoption des moules frites, la double cuisson et la célèbre mayonnaise. Le reste appartient à l'histoire.
des frites, purée, de la purée maison, mais je pourrais manger, mais sans mentir, hein, sans rigoler, hein, manger que ça. Frites, purée, pommes de terre vapeur. Donc on utilise les pommes de terre, les gratins, les tartiflettes, enfin tout ça, tout ce qui est à base de patates. Vraiment, je pourrais manger que ça. Et après, et vous le savez, les patates en menu et les crêpes gaufres en dessert. Voilà, je pourrais me nourrir que de patates et de crêpes, qu'on se le dise. Ensuite, prochain savoir inutile. Est-il possible de vivre uniquement en buvant du lait? Pourrait-on vivre sainement en ne consommant que du lait? Non. Bien que connu pour ses bienfaits, le lait seul n'apporte pas tous les nutriments dont nous avons besoin au quotidien. Quand on parle de lait, on pense d'abord au lait de vache, même s'il existe des alternatives. Boire un verre de lait à l'occasion, c'est une riche idée. Vous êtes sûr d'y trouver de nombreux éléments bénéfiques à votre santé. Toutefois, ne croyez pas pour autant que le lait seul suffise à combler tous vos besoins en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Si vous ne deviez consommer que cela, vous finiriez par mettre votre santé en danger. Est-il bon pour la santé de boire du lait de vache et assimiler à l'âge adulte? Pour commencer, il ne faut pas donner de lait de vache à un bébé avant 9 mois minimum. Il est trop riche. À part cette restriction, le lait n'est pas avare en éléments essentiels au fonctionnement du corps. L'eau, 89%, glucides avec 97% de lactose, lipides dont beaucoup d'acides gras saturés, protéines diverses, minéraux, surtout du calcium et du phosphore, vitamines D, A et B. Le lait demi-écrémé contient moins de matière grasse que le lait écrémé. Les laits de chèvre et de brebis sont un peu différents en proportion, mais pas moins riches. Le lait nous hydrate, nous nourrit, renforce nos os et contribue à la santé cardiovasculaire. De plus, avec une bonne hygiène de vie, il nous aide à perdre du poids et à prendre du muscle. Quels sont les effets sur le corps si l'on boit trop de lait de vache? Si vous consommez trop de lait ou exclusivement, vous aurez des soucis. Il est pauvre en fer, une carence provoque fatigue, essoufflement, maux de tête, etc. Trop de calcium entraîne une hypercalcémie et une insuffisance rénale. En revanche, le lien entre le lait de vache et le cancer de la prostate n'est pas prouvé. L'abus de graisse saturée favorise le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Vous pouvez avoir des troubles digestifs. La flore intestinale a besoin de fibres et de probiotiques dont le lait est dépourvu. Cela peut abîmer vos dents. Un contact prolongé avec les sucres naturels du lait peut favoriser les caries. Enfin, rappelons que certaines personnes sont intolérantes au lactose et que d'autres y sont allergiques. Intégrer le lait à un régime équilibré et varié pour compléter ce qu'il ne peut apporter seul. Il existe d'autres sources de calcium comme les fruits secs et l'eau minérale. Le lait cru est à proscrire car il peut contenir des bactéries. C'est pourquoi on trouve du lait stérilisé dans les magasins. Ajoutez à votre alimentation des produits laitiers, yaourts, crème fraîche, fromage à pâte molle. Le lait fermenté produit des probiotiques. Bon pour la flore intestinale. Vous pouvez ajouter le lait et ses dérivés à tous vos plats pour le plaisir des papilles. Du lait dans vos céréales, de la crème dans vos sauces, etc. Les intolérants au lactose ou les véganes peuvent se tourner vers des boissons végétales, soja, amandes, noisettes, etc. Elles contiennent en plus des fibres.
s'élancer de son avion, le pilote offre un drôle de cadeau à ses passagers. Un vol United Airlines qui devait relier San Francisco à Houston a dû se poser en urgence. Pour compenser la frustration des passagers, le pilote a payé sa tournée de pizza. Ah, on rêverait que nos compagnies européennes compensent leur retard ou annulation de leur vol de la même manière. Aux États-Unis, un pilote de la société américaine United Airlines n'a pas pu amener à temps ses passagers à destination. Alors en cadeau, il leur a offert des pizzas. Un retard de 7 heures. Ça s'est passé le 13 septembre dernier. Le vol devait relier la ville californienne de San Francisco à Houston au Texas, mais le pilote a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Pour cause, l'un des passagers s'était évanoui. L'avion a donc eu l'obligation de regagner le sol pour apporter une aide médicale à l'homme victime du malaise. L'escale dans l'état du Nouveau-Mexique n'étant pas prévue, cela a entraîné un retard de 7 heures. L'imprévu a contrarié les 150 passagers qui ont dû quitter l'appareil et attendre dans l'aéroport, le temps qu'un nouvel équipage embarque dans l'appareil. Pour gérer leur frustration, le pilote s'est proposé d'offrir le dîner. Mais pas n'importe quel repas. L'employé d'United Airlines a commandé de bonnes pizzas bien réconfortantes. Le capitaine a dit que c'était une situation vraiment décourageante et que nous étions peut-être fatigués, mais qu'il s'assurerait personnellement de nous remplir le ventre, a déclaré Fox News Tania Stamos, une des passagères qui était présente ce jour-là. Bonjour, je voudrais commander 30 pizzas. Le pilote a payé 30 pizzas pour l'ensemble des personnes dont le vol a été retardé. Tout le monde était complètement choqué, se souvient l'américaine. La plupart des organisations ne vont pas au-delà de ce qui est exigé, mais ce capitaine n'a pas hésité, s'étonna-t-elle. C'est-elle étonnée. Sa démonstration ce soir-là est ce que nous devrions avoir davantage. Des actes désintéressés d'amour, de compassion et d'humanité. Le ventre bien rempli, les passagers ont pu embarquer dans l'avion quelques heures après. Lorsque l'appareil est arrivé à Houston, tout le monde a vivement remercié le capitaine pour sa gentillesse et sa générosité. Mais c'est fou. Moi, ça m'aurait trop. Ah, les gens qui ne mettent pas de petites pastilles sous leur chaise chez eux, je comprends pas. Pourquoi? Il faut que j'aille leur dire. Vous avez entendu, je pense. Ou pourquoi? Je vais pas couper ça non plus, tant pis. Ça vous fera des qu'on appelle ça, les coulisses. Mais sérieux, pourquoi pas mettre des vulgaires pastilles là sous les chaises et puis au lieu de les traîner sur le carrelage, lever la chaise pour la déplacer? Ça m'énerve ça, les gens qui habitent au premier étage et qui pensent pas à ceux qui habitent en dessous. Bon. Allez, on continue. Pourquoi ne doit-on surtout pas manger de porc cru? Je crois même que ça peut être très dangereux. Consommer du porc cru présente des risques sanitaires majeurs, notamment liés à la présence de bactéries et de parasites dangereux. Il est essentiel de bien cuire cette viande avant de la manger. Mais pourquoi? Si vous tenez un minimum à votre santé, ne faites pas comme moi qui écrit cet article. J'ai pris la fâcheuse habitude de manger des lardons fumés crus, mais
chacun ses goûts. Ceci étant dit, manger du porc cru est dangereux. Si certaines viandes comme le bœuf se consomment crue sans danger, la viande de porc n'en fait pas partie, en raison de la présence potentielle de bactéries et de parasites. Cette viande doit absolument être cuite avant consommation. La cuisson permet de détruire les agents pathogènes qui sinon peuvent causer des infections graves chez l'homme. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la consommation de viande de porc et de foie de porc cru ou mal cuit est la cause la plus fréquente d'infection par l'hépatite E dans l'UE. Autrement dit, manger du porc cru n'est pas seulement une question de goût, mais un véritable enjeu de santé publique. Rassurez-vous, je vais bien. La viande de porc, lorsqu'elle est crue ou insuffisamment cuite, est un nid à bactéries. Parmi les plus courantes, on trouve la salmonelle, une bactérie qui se développe dans les intestins des animaux, y compris ceux du porc. Lorsqu'elle est ingérée par l'homme à travers une viande mal cuite, elle peut causer des infections gastro-intestinales importantes, telles que la gastroentérite, voire la fièvre typhoïde. Pour éviter les risques liés à la salmonelle, il est impératif de cuire la viande de porc à cœur, comme l'indique un rapport de l'EFSA. Les symptômes de l'intoxication incluent des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, avec des conséquences graves pour les populations vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. Exit donc les lardons crus, mais ce n'est pas fini. En plus des bactéries, le porc peut être contaminé par des parasites comme le Trichinella spiralis. Ce ver microscopique provoque la trichinose chez l'humain, une maladie qui attaque les muscles et le système nerveux. Selon l'OMS, cette infection est particulièrement courante dans les régions où les porcs sont encore nourris avec des déchets alimentaires non contrôlés. En 2024, un Américain a été hospitalisé pour des migraines chroniques, une situation qui a rapidement pris un tournant inattendu après des examens d'imagerie. Les médecins ont découvert des kystes dans son cerveau causés par des larves de ténia, une infection appelée neurocystique sarcose, explique la dépêche. Infection souvent provoquée par l'ingestion de viande de porc insuffisamment cuite, dans ce cas du bacon. Le ténia, un parasite intestinal, s'était développé dans son système digestif et avait migré vers son cerveau, causant des maux de tête sévères. Mais quoi ? Ce type d'infection est rare mais peut survenir lorsque la viande de porc est mal cuite et contaminée par le Taenia solium, également appelé ver solitaire. Miam miam. Vous l'aurez compris, il y a d'autres choses. Il y a l'hépatite E et que faire pour se protéger. Vous cuisez votre viande, parce que ça me dégoûte un peu en fait. Donc je pense que je vais passer à l'article suivant. Voilà. Si vous voulez la suite, je vous invite à regarder sur le site ça-m'intéresse.fr. Voilà. Mais là on va changer de sujet parce que ça me dégoûte un peu. Alors, savoir inutile suivant, pourquoi est-il impoli de couper sa salade verte à table ? Dans les familles françaises, couper sa salade à table est mal vu. Cette règle nous vient du XVIIIe, XIXe siècle, à l'époque où les familles utilisaient des couverts en acier inoxydable. Hop, petit moment de recoiffage. Voilà. Il y a des règles sur les tables
ces feuilles de salade est impoli depuis le XVIIIe ou le XIXe siècle. À l'époque, les couverts étaient en acier, une matière qui s'oxyde en présence du vinaigre dans la sauce, explique Marie de Tilly, coach en savoir-vivre dans les colonnes de Madame Figaro. Lorsqu'on était invité, il était donc inconvenant d'employer le couteau de son hôte au risque de l'abîmer. La salade était habituellement coupée en cuisine. Repasser au coup de couteau sous-entendait que l'hôte ou l'hôtesse n'avait pas bien fait son travail. Aujourd'hui, les couverts sont fabriqués avec des matières inoxydables, mais l'usage est resté dans certaines familles. On apprend ainsi aux enfants à plier les feuilles plutôt que de les trancher. Si elles sont vraiment trop grandes, la spécialiste propose une autre solution. Lorsqu'on est invité à dîner, on privilégie le tranchant de sa fourchette ou l'on s'aide d'un morceau de pain pour couper une feuille de salade trop imposante, partage-t-elle à nos consoeurs. Le pain et les pâtes ne se coupent pas non plus. Il y a d'autres aliments qu'il est grossier de couper. Le pain par exemple. Pour prendre un morceau de baguette, il est d'usage dans certaines maisons d'utiliser la force de ses mains plutôt que la tranche d'un couteau. La raison est religieuse. Dans le catholicisme, Jésus-Christ se présente sous l'apparence du pain. Pardon. Franchement, cette phrase, elle est apparue tellement comme ça que je trouve que c'est assez drôle en fait. Vous allez vous demander pourquoi je rigole, mais réécoutez la phrase. Jésus-Christ se présente sous l'apparence du pain. Voilà, bon. J'ai eu l'image qui a popé dans ma tête et c'était quand même assez drôle. Donc, dans le catholicisme, Jésus-Christ se présente sous l'apparence du pain. Il ne faut donc pas le mutiler. Jésus, si tu m'entends, je me moque pas de toi, hein, mais c'est vachement drôle quand même. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des règles à table. En Italie, le couteau doit être éloigné des spaghettis. Ces pâtes longues et délicieuses ne doivent pas être coupées, du moins en présence d'un Italien ou d'une Italienne. Nos voisins préfèrent plonger leur fourchette dans le plat et la tourner pour enrouler les spaghettis avant de les porter à leur bouche. On oublie donc la cuillère tout aussi proscrite que le couteau. Ensuite, savoir inutile suivant, popcorn. Pourquoi le maïs explose-t-il au contact d'une forte chaleur ? Certains le préfèrent salé, d'autres le savourent sucré. Moi, le popcorn a fait le tour du monde et il est même devenu très populaire dans certains pays comme la France. Pour une entrée fun, un goûter léger ou un dessert gourmand, le popcorn s'invite à tous les repas. Il se mange désormais avec du caramel et du chocolat. Oui, moi je mets du caramel beurre salé dessus. Je mélange et c'est trop bon. En d'autres termes, le popcorn n'a pas fini de se réinventer depuis sa découverte. Facile à préparer, il suffit de se munir de grains de maïs et de les faire chauffer à la poêle avec de l'huile ou au micro-ondes. La magie opère ensuite pour les faire éclater et donner naissance au popcorn. Pourquoi les grains de maïs explosent-ils au contact d'une haute température ? Sans surprise, le popcorn est né aux États-Unis, plus précisément dans l'État de l'Illinois. Charles Creator était alors confiseur et il a eu la brillante idée de remplacer les cacahuètes par des épis de maïs dans sa machine à vapeur ambulante. Nous sommes alors à la fin du 19e siècle et l'invention de la machine à vapeur est présentée à l'exposition universelle de Chicago. Le popcorn devient dès lors petit à petit populaire. Toutefois, il semblerait que le maïs soufflé ait été
était déjà présent et consommé 5000 ans avant Jésus-Christ au Pérou. La recette a voyagé à travers le temps et le continent jusqu'au XVIIe siècle, et ce sont les Indiens qui apprécient d'autant plus le popcorn comme en cas. Aujourd'hui, la préparation du popcorn est tellement simple qu'il envahit principalement les salles de cinéma. Pour que le grain de maïs devienne du maïs soufflé et donc du popcorn, il faut qu'il soit soumis à une température de 180 degrés. Il faut savoir qu'un grain de maïs est constitué d'une coque dure qui renferme 25% d'eau, ainsi que de granules d'amidon. Lorsqu'ils sont soumis à une forte chaleur, les granules d'amidon deviennent pâteux, puis s'agglutinent les uns aux autres. L'enveloppe extérieure du grain de maïs finit donc par céder sous la pression des granules d'amidon, mais aussi sous celle de la vapeur d'eau. C'est pour cela que le grain de maïs explose et donne naissance à du popcorn. À savoir qu'un morceau de popcorn peut prendre jusqu'à 30 fois le volume initial du grain de maïs. Il existe quelques variétés de maïs capables de produire du popcorn. Il est important que les grains de maïs soient dotés d'une coque rigide et d'amidon. La Pearl Pop et la Amber Pop sont des variétés de maïs idéales pour préparer du popcorn. Ensuite, les grains peuvent être de taille et de forme différentes. Ils ont tout ce qu'il faut pour éclater au contact de la chaleur. Un grain de maïs dont la contenance en eau ne dépasse pas les 14% n'explosera pas et ne peut pas faire de popcorn. Les plus impatients peuvent préparer du popcorn au micro-ondes en 2 minutes avec quelques grains de maïs chauffés à 1000 watts. Ensuite, pourquoi le citron jaune flotte-t-il dans l'eau mais pas le citron vert? Vous lavez vos fruits dans une bassine d'eau et vous constatez que le citron jaune flotte alors que le vert coule. Comment expliquer ce phénomène? Le citron est un fruit emblématique des régions méditerranéennes originaires d'Asie. Il a été introduit en Europe au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variétés de citron, mais le citron jaune et le citron vert sont les plus courants. Le citron jaune, avec sa saveur acidulée, est souvent utilisé pour aromatiser des plats, des desserts et des boissons. Le citron vert, plus petit et plus doux, est quant à lui prisé pour les cocktails et les plats d'inspiration asiatique ou mexicaine. En plus de leur différence de goût, ces deux types de citrons se distinguent également par leur comportement dans l'eau. En effet, vous avez déjà peut-être remarqué que le citron jaune flotte alors que le citron vert coule. Mais pourquoi? Le citron jaune et le citron vert sont souvent perçus comme des fruits similaires en raison de leur teneur en acide citrique, mais ils présentent plusieurs différences. Le citron jaune ou citronnier a une peau plus épaisse et une chair plus juteuse que le citron vert. Sa peau contient plus d'huile essentielle, ce qui lui donne une saveur plus intense et aromatique. En revanche, le citron vert, aussi appelé lime, est plus petit, avec une peau plus fine et moins de jus. Son goût est plus doux et légèrement plus sucré que celui du citron jaune. Ces distinctions ne concernent pas seulement leur saveur et leur utilisation en cuisine, mais aussi leur comportement physique et notamment leur flottabilité dans l'eau. Un fruit vert est souvent considéré comme pas encore mûr. Or, le citron vert n'est absolument pas un citron jaune qui n'est pas arrivé à maturité. Il s'agit bien de deux espèces différentes. Le citron vert et le citron jaune sont deux fruits distincts provenant d'espèces d'arbres différents. Le citron vert qui pousse sur le limetier reste vert même à maturité, tandis que le citron jaune mûrit sur le citronnier et devient jaune. Le citron vert est cueilli à maturité et ne change pas de couleur comme le fait le citron jaune. Par conséquent, leur différence de couleur n'a rien à voir avec leur maturité, mais plutôt avec leur variété d'espèces. Mais pourquoi alors le citron vert ne flotte pas? La différence de flottabilité entre un citron jaune et un citron vert dans l'eau est principalement due à leur densité respective. Lorsqu'un objet est immergé dans l'eau, il subit une poussée d'Archimède qui est égale au poids du volume d'eau
déplacé par l'objet. Le citron jaune flotte parce que la densité moyenne de l'ensemble du citron entier, incluant la peau épaisse, est inférieure ou égale à celle de l'eau. Sa peau contient de petites poches d'air qui contribuent à sa flottabilité. En revanche, le citron vert a une peau plus fine et une chair plus dense, ce qui signifie qu'il n'a pas autant de poches d'air pour le maintien à flot. La densité globale du citron vert est légèrement supérieure à celle de l'eau, ce qui le fait couler. Et pour terminer cette grande et longue vidéo, on va répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie et que tout le monde a déjà expérimenté cette expérience, souvent peut-être le matin. Dernier savoir inutile de la vidéo. Pourquoi une tartine tombe-t-elle si souvent du côté beurré? Il est 6h du matin, vous vous réveillez, préparez votre café, faites griller vos tartines, appliquez le beurre et c'est le drame. Votre tartine tombe du mauvais côté. Mais pourquoi les tartines tombent-elles si souvent du côté beurré? Ah, la tartine qui tombe du côté où vous venez tout juste d'étaler du beurre ou de la confiture, c'est arrivé à tout le monde plus d'une fois et c'est excessivement agaçant, je vous l'accorde. Mais si ce phénomène se produit... Ah, mon site s'est éteint tout seul. Attendez, je repars. Mais si ce phénomène se produit, et c'est qu'il y a une bonne raison. Est-ce que le poids du beurre ou de la confiture, la taille de la tartine, le type de pain, c'est se contenter de comprendre des chercheurs et scientifiques, et la réponse risque de vous surprendre. Ça vous intéresse? On vous dit tout ça. Si votre tartine a encore terminé sa chute sur le côté beurré, c'est principalement dû à sa rotation limitée. En effet, lorsqu'une tartine tombe, elle ne reste pas dans la même position et elle se met à tourner. En moyenne, une tartine met 0,7 secondes pour faire un tour complet. Avec la hauteur moyenne d'une table, 75 cm, il faut en général 0,39 secondes à une tartine pour toucher le sol. Il lui faudrait donc quelques dixièmes de seconde supplémentaires pour pouvoir effectuer un demi-tour et atterrir sur le bon côté. Ces caractéristiques expliquent ainsi pourquoi une tartine tombe presque toujours sur son côté beurré. Si vous ne le saviez pas encore, le physicien britannique Robert Matthews a mené des expériences on ne peut plus sérieuses entre 1995 et 2001. Cet homme a réussi à prouver que dans 62% des cas, la tartine tombe effectivement du côté beurré. Et attention, c'est du sérieux. Après 9821 chutes de tartines beurrées, le résultat est sans appel. 6101 tartines beurrées ou confiturées sont tombées du mauvais côté. Matthews a même décroché un IG Nobel, un prix, je ne sais pas, de physique pour récompenser ses recherches insolites. Il a également prouvé que le poids du beurre ou de la confiture n'a que peu d'influence sur la rotation de la tartine de pain. Merci monsieur. Vous connaissez la loi de Murphy, aussi connue sous le nom de la loi d'emmerdement maximum. Selon ce principe, lorsqu'il existe une possibilité que la situation dans laquelle vous vous trouvez prenne une
mauvaise tournure, c'est très souvent ce qui finit par arriver. C'est exactement ce qui se passe avec votre tartine beurrée qui tombe du mauvais côté au petit déjeuner. Pour régler ce problème, il faudrait des tables de 2,50 mètres de hauteur. C'est en effet le seul moyen de lui laisser le temps de faire un tour complet durant sa chute. Utilisez des tartines ou des toasts de formes différentes ou plus petits serait aussi une bonne solution pour réduire les chances de voir sa tartine tomber du mauvais côté. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez aimée autant que j'ai aimé la tourner, parce que j'ai bien rigolé et que j'adore faire ce genre de vidéo parce que je me marre beaucoup en lisant tous ces savoirs inutiles qui ne servent à rien mais qui sont quand même très sympas à connaître pour un petit peu frimer au dîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je sais pas faire moi le sale. Je vous dis à très vite.